Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Une émission aujourd'hui sur les soignants suspendus, un sujet qui a été très peu traité par les médias traditionnels et qu'on a essayé de traiter chez François le plus possible. Et aujourd'hui, il faut se souvenir de ce que ces gens ont vécu. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé depuis 2021, septembre 2021, beaucoup de soignants, des milliers, s'étaient avaient refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale contre le Covid-19, contre les vaccins anti-Covid, et cela au risque pour beaucoup d'avoir une perte de salaire, pour beaucoup qui étaient à l'hôpital, ils ne pouvaient plus retravailler dans un autre emploi, donc ils étaient juste suspendus et leur mode de vie en a pris un vrai coup. Aujourd'hui, on va écouter une nouvelle histoire que nous n'avons pas entendue sur cette chaîne, Katharina SR qui est avec nous et avec son avocat, Maître David Guyon, que l'on a déjà reçu sur cette chaîne et qui a beaucoup suivi les soignants suspendus. Aujourd'hui, on va essayer donc d'écouter l'histoire de Katharina et ensuite de comprendre quelles solutions ont aujourd'hui les soignants suspendus, puisque beaucoup peuvent bénéficier d'aide, mais ne vont pas forcément les demander. On va essayer d'en savoir plus tout à l'heure avec Maître Guyon. Bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté cette proposition d'entretien. Bonjour, bonjour, Bonjour. Maître Merci d'être Guyon, bonjour, Romain, merci. Merci à vous deux encore une fois d'être venus pour cette émission. Katharina, on vous laisse commencer. Racontez-nous qu'est-ce que vous avez eu, comment tout a commencé en 2021. Alors, comment tout a commencé? Alors, en fait, ça a commencé pour moi, en fait, avant 2021, parce que donc je suis comme, pour ceux qui le savent, infirmière de formation initiale, donc depuis 1995. J'ai travaillé durant plus de 14 ans au sein de la collectivité européenne d'Alsace, qui anciennement était le conseil départemental du Haut-Rhin, où j'ai occupé un poste, on va dire, d'encadrement, de coordination et d'animation, tout ce qui tourne autour de la personne âgée en perte d'autonomie. Et dans le cadre de mes fonctions, donc j'avais une vision, on va dire, assez globale du système de santé, une forme d'expertise, on va dire, sur le fonctionnement général du système de santé et tout ce qui tourne autour de la personne âgée et toutes les forces et les faiblesses. Donc j'avais cette vision dès 2020. Et quand la crise a commencé dès 2020, je me suis portée également volontaire pour aller en renfort sanitaire durant 2 mois dans un service d'hospitalisation à domicile et également dans un EHPAD. Donc, j'ai pu aussi observer ce qui se passait pendant la toute première vague de l'intérieur. J'avais également, étant au sein de la collectivité européenne d'Alsace, quotidiennement les chiffres de la mortalité qui étaient en collaboration étroite avec l'Agence régionale de santé de la région Grand Est. Donc, j'avais quotidiennement les chiffres de décès. Donc, je comparais quotidiennement ce qui se passait et je le comparais aussi aux années précédentes. Bon, j'avais déjà un petit peu remarqué que c'était pas si grave que ça, malgré que la région alsacienne était la plus touchée avec l'Île-de-France. Et durant le renfort sanitaire, j'ai pu voir aussi que tous les décès étaient estampillés Covid. Alors, c'était pas pour forcément vouloir, comment dire, tricher ou mentir. C'était simplement par défaut de diagnostic qu'on le faisait. En fait, voilà, tous les décès durant la première vague étaient estampillés Covid. Donc ça, je l'avais observé de moi-même. J'avais Donc aussi pu voir. vous étiez sceptique de l'efficacité ou de l'importance d'un vaccin alors que la situation était sous contrôle, c'est ça que vous nous dites? Disons qu'en 2020, lors de la toute première vague, pour moi, j'avais déjà réalisé que c'était pas si grave que ça. Pour moi, dès 2020, dès la première vague, dès 2020, je n'avais en fait ni peur du Covid. Voilà, donc en fait, la question s'est même pas posée. Pour moi, le vaccin me paraissait dès mars 2020 totalement inutile pour moi et pour une grande partie de la population. Oui, parce que pour rappel, on nous disait beaucoup en 2020 que les hôpitaux étaient saturés, que les services de réanimation étaient saturés, mais en 2022, beaucoup de personnalités d'autorités sanitaires ont évoqué que cette saturation, le Covid n'était qu'une partie de cette saturation. Les hôpitaux sont constamment saturés en France et Alors le oui, Covid n'est pas le seul élément à oui, cela. oui, alors c'est le cas. Comme chaque hiver, il y a des saturations. Mais là, durant le Covid, il y a eu une réorganisation des services. Les cliniques mulhousiennes privées étaient momentanément fermées pour justement cette réorganisation. Et cette réorganisation a finalement désorganisé tout le système. C'est pas pendant on va dire, une pandémie grave qu'on réorganise parce que dans toute entreprise, quand vous menez, quel que soit le changement que vous menez, vous savez que pendant
3-4 semaines facilement, il y a une désorganisation. Et là, on a finalement désorganisé tout un système. Et tout ce système, comme je vous ai dit, j'avais cette vision, ce regard de par mes fonctions, une vision globale, quoi. Donc, on a désorganisé. Donc, des cliniques privées à Mulhouse étaient fermées pendant plusieurs semaines. J'avais des amis qui étaient en chimiothérapie. On leur a demandé de patienter 3-4 mois pour reprendre la chimiothérapie. Il y a également, enfin, j'ai eu pas mal de retours, de témoignages soit de soignants, soit de personnes, de particuliers qui m'ont confié aussi des choses. Donc, au niveau de l'hôpital de Mulhouse, ils ont dû imposer, on va dire, un protocole d'intubation alors qu'ils n'avaient pas suffisamment de matériel pour intuber les patients et il manquait, et certains matériaux n'étaient même pas forcément stériles. Donc, il y avait énormément d'infections nosocomiales en réanimation à Mulhouse qui n'étaient pas forcément liées au Covid. Donc, toutes ces informations-là, je les avais dès la première vague, dès le début. Donc, pour moi, dès le début, c'était pas bon. Et donc, pour moi, dès le début, le vaccin ne se posait même pas. Et en fin de compte, moi, naïvement, je me suis dit, bon, le gouvernement s'est trompé, ça peut arriver, l'erreur est humaine, c'est pas évident de prendre des décisions dans l'urgence. Voilà, ils ont paniqué, et puis voilà, ça allait se régler. Et je me suis dit, après l'été 2020, ça allait de nouveau redevenir normal. Et comme c'est pas redevenu normal, ben là, je dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et là, j'ai pris une initiative totalement personnelle. J'ai écrit au président de la République, à Olivier Véran, à l'ARS Grand Est et à ma hiérarchie pour leur exposer factuellement toutes mes observations. Alors bon, je ne suis pas quelqu'un d'important, mais ça me paraissait important de l'écrire de manière très factuelle pour questionner parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Le président est entouré de bras cassés, c'est pas possible. Et donc, vous ne compreniez pas l'obligation. Alors, j'ai oublié de rappeler d'ailleurs dans mon introduction, ce qui est intéressant avec vous aujourd'hui, c'est que notamment vous portez plainte, vous demandez réparation, vous demandez justice. Et donc Tout à là, ce fait. que vous nous expliquez, c'est que au moment de l'imposition de cette obligation vaccinale le 15 septembre 2021, si je ne me trompe C'est pas, ça. vous êtes en désaccord avec ces politiques gouvernementales, mais vous le faites là, vous nous l'expliquez, vous juste vous constatez que elles ne sont pas cohérentes avec ce que vous voyez sur le terrain. C'est ça, c'est ça. En fait, moi, dès 2020, je savais que j'allais pas me faire vacciner et je savais que on pouvait se soigner et que c'était pas si grave que ça. Donc, évidemment, après, donc, bah, j'ai fait aussi un mailing à tous les agents de la collectivité européenne d'Alsace en novembre 2020, aux 6 000 agents, pour dénoncer la gestion sanitaire. Parce que vraiment, j'étais totalement en désaccord. Et bon, bah là, bah, du coup, bah, voilà, mon positionnement, on va dire, très clair et très net, a fait peur à ma hiérarchie, qui m'a bien évidemment convoqué pour me dire que je n'étais pas payée pour réfléchir et pour parler. Et voilà, j'étais plus ou moins mis à l'écart avant ma suspension, même si j'étais encore en fonction. Et donc est arrivée l'obligation vaccinale. Et C'est très là, grave comme propos. On vous a dit de rester dans votre coin et de ne pas parler. Vous n'étiez pas payé pour penser. C'est ça qu'on vous a dit. mais un fonctionnaire n'est pas là pour ça. Effectivement, un fonctionnaire a un devoir de discrétion. Oui, En fait, d'accord. j'ai commis quand même une erreur. Oui, 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 oui. Ok. Je n'ai pas le droit. Officiellement, je n'avais pas le droit. Et donc, ben voilà. Donc après, je me suis rapprochée de Martine Vonner. Donc avant la suspension, j'ai organisé une manifestation à Mulhouse en mars 2021, une manifestation pour les libertés. Et donc, quand est arrivée l'obligation vaccinale, enfin moi, c'était clair que c'était niette. C'était impossible que j'accepte ça. Accepter la vaccination, c'était accepter tous les mensonges. Accepter la vaccination, c'était accepter toute cette maltraitance, tous ces confinements. Quand j'étais en EHPAD, ça m'a fendu le cœur de voir tous ces résidents qui étaient enfermés dans leur chambre, qui étaient limités à des visites tellement faibles. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur moyen de les tuer à petit feu, c'est de les limiter, de limiter les liens qu'ils peuvent avoir autant avec les autres résidents qu'avec leur famille. J'ai été totalement affectée par tous les gens autour de moi qui Vous étaient voulez dire que apeurés, masqués. le pire, c'est le manque pour eux, c'est le manque de lien social, de rencontres C'est ça. sociales? C'est ça, c'est ça. D'accord. Et en fin de compte, toute cette peur qu'il y avait en tout temps, durant toute l'année 2020 et 2021, ça m'a profondément touchée et attristée parce que il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Pour moi, il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Et pour moi, j'étais et je reste convaincue qu'on aurait dû soigner normalement, tout simplement. On aurait pu mettre des moyens un peu plus importants, mais pas de la manière dont ils les ont mis. Oui, Et ça donc, vous fait c'était partie. évident.
Oui, beaucoup Voilà. de gens ont préconisé de mettre plus de moyens dans l'hôpital et pas forcément le vaccin est quelque chose qui va arriver presque en aval d'un problème. C'est finalement le but, c'est que en amont, il faut donner plus de moyens. Les soignants alertent depuis longtemps qu'on ne peut pas soigner dans des bonnes conditions. C'est ça, c'est ça. Mais là, bah, à Mulhouse, ils n'avaient pas suffisamment, ils n'avaient pas assez de matériel en Ah ouais. réanimation. Ils n'avaient pas assez de matériel, donc voilà. Donc, ben voilà, partant de tout ça, ben, pour moi, c'était clair que je ne pouvais pas accepter. C'était pas possible parce que me vacciner, même le test PCR, j'en ai fait aucun. J'en ai fait aucun parce que j'ai pu voir pendant mon renfort sanitaire en EHPAD qu'il n'était pas du tout fiable. On avait des résultats totalement différents d'un jour à l'autre sur le même résident, qu'il était symptomatique ou asymptomatique. Donc, dès mars 2020, j'ai vu que les tests PCR n'étaient pas fiables pour servir de diagnostic, encore moins chez des personnes asymptomatiques. Et donc, s'ils ne sont pas fiables pour poser un diagnostic, ils ne pouvaient en aucun cas servir d'indicateur et en aucun cas nous être proposés comme étant un pass sanitaire. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ni vaccinée ni QR codée. Alors, merci Voilà. d'avoir pris le temps pour cela. J'aimerais qu'on aille plus sur ce que vous avez vécu durant ces 2 ans, puisqu'il faut rappeler que la fin de Mhm. l'obligation vaccinale arrive au printemps de l'année dernière. Donc, beaucoup vont Ouais. être réintégrés. D'ailleurs, il faut toujours Mhm. rappeler que ça n'est pas forcément la fin de leur souffrance, puisque beaucoup ont été réintégrés avec une forme de maltraitance. On a reçu ici des soignants qui relatent des histoires de leurs d'anciens compagnons suspendus qui ont été Mhm. réintégrés dans des services de nuit en montagne à des kilomètres de chez eux, pas du tout dans le même service qu'ils avaient laissé en 2021, qui a souvent été un poste qui a été repris entre-temps ou ce genre de choses. Euh, Mhm. donc là, tous les éléments que vous avez donnés, on a bien compris quelles étaient vos motivations pour refuser cette obligation. On en a beaucoup traité sur ce journal. Alors on invite les gens à aller voir les autres émissions. Moi, j'aimerais maintenant qu'on comprenne qu'est-ce que vous avez vécu. Voilà, comment est-ce que ça se traduit d'être suspendu de fin 2021 à début 2023 au niveau de votre salaire. Vous m'avez raconté au téléphone que vous passiez de plus de 2 000 € de salaire à 500 €, une forme de RSA. Voilà, c'est C'est des ça. choses horribles que vous et les autres ont vécues. Racontez-nous votre expérience avant de donner la parole à Maître Guyan. Oui, alors donc quand j'ai été suspendue, donc effectivement le premier salaire, le salaire du mois de septembre, je l'ai encore reçu en plein. Et après ma toute première fiche de paye du mois d'octobre, elle était négative parce que finalement j'avais eu un trop perçu de mon salaire de septembre, donc j'ai dû rembourser assez rapidement à mon employeur au mois de janvier, hein, donc la demi-paye. Donc là j'avais encore la prime de novembre qui était tombée, donc ça m'a encore permis de tenir. Mais c'est vrai qu'initialement j'étais loin de m'imaginer que ça allait durer 20 mois. Je me suis dit, ça va durer, aller 2, 3 mois, les syndicats vont réagir, les politiques vont réagir. Et donc, quelque part, je me préparais à une suspension de 2, 3 mois et je me suis dit, allez, 2, 3 mois, financièrement, ça va aller, tant pis, voilà. Et finalement, bon, ça a duré 20 mois et donc, ben là, j'ai commencé à me rendre compte que ça allait durer. J'ai commencé à ponctionner mon livret A. Enfin, j'ai explosé tous mes comptes épargne, hein, donc il y a plus de 20 000 € qui sont partis de mon épargne, mon assurance vie. Enfin voilà, j'ai plus aucune épargne aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à zéro. Voilà, j'avais des assurances vie, j'avais des comptes épargne, des comptes retraite. Enfin voilà, j'ai tout explosé. Je suis à zéro au niveau de l'épargne. Donc on a Euh, fait en fait épargner des citoyens comme vous pour survivre en temps de crise politique. C'est finalement votre épargne vous a servi pour survivre à ce moment, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc là, j'étais encore dans un appartement locatif, hein, donc j'ai payé toutes mes charges. Bon, mon ancien propriétaire a été très, très généreux, m'a offert un loyer. J'ai espéré pendant 6 mois, je suis restée dans cet appartement locatif. Je pensais que ça allait se retourner. Je me suis dit, ça va pas durer plus longtemps. Et après, ben, j'ai dû me résigner à abandonner l'appartement parce que n'arrivais plus à payer, parce que j'ai dû demander le RSA. Pour moi, c'était très, très dur de demander le RSA, mais j'ai pas eu le choix. Heureusement que j'ai eu le droit parce qu'apparemment, dans certains départements, c'était pas forcément octroyé. Là, en l'occurrence, ça l'était puisque c'est mon propre employeur qui octroie le RSA. Hein. Donc, c'était mon propre employeur qui m'a accordé le RSA. Donc, j'ai dû le demander. Pour moi, ça a été très douloureux parce que j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai jamais été assistée.
j'ai toujours gagné ma vie honnêtement. Enfin voilà, j'ai jamais tendu la main et pour moi c'était très très violent. C'était très très violent de devoir le faire, mais je l'ai fait parce que c'était pas possible de n'avoir plus rien du tout. Donc j'ai effectivement obtenu 500 euros dès fin janvier. Euh, et après, après j'ai abandonné mon appartement locatif parce que je n'avais plus d'épargne, je n'avais plus aucun matelas de sécurité. Donc après, je suis repartie vivre chez mes parents pour la deuxième fois. Donc voilà, j'ai habité chez mes parents. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement parce que bah voilà, c'est pour la deuxième fois qu'ils m'accueillent chez eux et qu'ils m'ont accueilli, nourri, logé, blanchi. Et donc sans eux, j'y serais certainement pas arrivée. Par chance aussi, mon fils a commencé à travailler, donc il était semi indépendant, même si c'était encore fragile parce qu'il rentrait à peine dans la vie active et que c'était fragile et en cas de coup dur, j'aurais pas pu l'aider, mais en tout cas, voilà, il sortait du nid tout fraîchement, donc ça m'a aussi quelque part réconforté dans cette prise de risque que j'ai prise pour moi finalement. Et donc voilà, après pendant ma suspension, bah, j'étais chez mes parents, je vivais très simplement, j'ai dormi sur un canapé pendant plus d'une année, très simplement. J'ai par contre eu la chance de bénéficier d'une formation, ça m'a fait énormément de bien parce que on régresse énormément quand on se retrouve à n'être plus rien du tout, à n'être plus personne, à ne faire plus rien, à ne servir à rien. C'est très très violent. Donc, on se pose énormément de questions. Pourquoi? Et puis, finalement, quel sens a la vie? Et pourquoi ce monde? Et enfin, voilà. Donc, on se pose énormément de questions. Mais en même temps, bah voilà. Donc, j'ai eu cette chance-là en étant inscrite au RSA, de pouvoir après, via Pôle emploi, faire une formation à l'AFPA. Donc, bah, je me suis inscrite à une formation pendant une dizaine de mois. J'ai obtenu le diplôme de formatrice professionnelle pour adultes pendant ma suspension. Et donc voilà, donc ça m'a permis aussi de gagner 100 euros de plus que le RSA, du coup, pendant cette période-là. Donc voilà. Et ça m'a de nouveau resociabilisé avec les gens parce que ben voilà, je ressortais tous les matins, je me levais, j'avais quelque chose à faire, j'étais attendue quelque part, voilà. J'avais à nouveau un rôle. Parce que ce que Et vous dites, c'est que après, quand on est soignant suspendu, quand on est suspendu comme vous l'étiez, les liens sociaux en prennent un vrai coup, en plus que ah le... oui, bah oui. Bah oui, parce que financièrement, bah voilà, vous n'avez plus les capacités financières pour sortir. Je n'avais déjà pas l'habitude avant d'aller de mendier des personnes pour m'offrir un repas ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me sentais pas en équité vis-à-vis de mes amis non plus, forcément pour sortir. Donc je limitais, je réduisais énormément mes sorties. Je les faisais, je vivais en fonction de mes moyens, donc c'était des moyens très très restreints. Donc ben voilà, j'ai énormément réduit quoi toutes mes sorties et tout, quoi, voilà. Donc tout a été réduit, quoi, complètement, quoi. Finalement, les soignants suspendus, vous étiez attaqué sur tous les plans, quoi. Financier, social. Mm, mm, mm. Ok. Voilà. Vous êtes Voilà, courageuse. ouais, merci. Et donc la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de porter cette situation en justice, parce que j'ai longtemps réfléchi et je me suis dit non, c'est un coût financier. En même temps, sincèrement, j'y crois pas trop parce que j'ai perdu foi en la justice. Aujourd'hui, en tout Maître cas. n'a pas l'air d'accord. J'ai Bon, perdu foi en la pardon. justice, autant que j'ai perdu foi en la science et en la médecine. J'ai perdu foi en la médecine, hein. J'ai plus été voir mon médecin traitant depuis 3 ans. J'ai perdu foi en la démocratie, j'ai perdu foi en la République. Mais par contre, j'ai à nouveau retrouvé la foi en moi, la foi en l'humanité, et je crois en un rebond, on va dire, humain, différent. Et donc, du coup, pourquoi je porte finalement cette action en justice? C'est plus à titre symbolique. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, bah demain, cette histoire, elle sera peut-être complètement oubliée, elle sera peut-être pervertie, elle sera peut-être déformée. Et en même temps, ne rien faire reviendrait à dire que c'était normal, que c'était acceptable ce que j'ai vécu et que cette normalité-là, ben, elle pourrait se reproduire finalement. Si c'est normal aujourd'hui et que je fais rien, eh ben ça pourrait dire que demain, ça pourrait se reproduire pour moi, pour vous, pour les autres. Et en fin de compte, je l'ai comparé à une femme battue qui se fait battre et qui accepte d'être battue. Et elle prend le risque que ça recommence en se soumettant, elle prend le risque que ça recommence, quoi, finalement. Et se soumettre, c'est finalement rien dire, rien faire, se taire et dire, bon, bah, c'est pas grave, bon, bah, c'est comme ça.
Donc voilà pourquoi j'ai vraiment pris cette décision-là. C'est vraiment pour dire non, plus jamais ça, ni pour Oui, moi, puisque ni pour qui que ce soit. oui, parce que c'est comme effectivement pour le pass sanitaire, pour ceux qui avaient refusé l'obligation vaccinale. Alors la situation était moins extrême que ce que vous avez vécu, qui était Mm, au-delà mm, de la notion d'extrême. Mais c'est vrai qu'on se dit finalement, aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, et donc ça, comme vous dites, hein, en fait, je fais que répéter ce que vous dites, quoi. Ça pourrait très bien revenir demain, parce que on a le sentiment de, comme c'est traité dans les médias traditionnels, puisqu'on essaie de faire ce qu'on peut chez François, mais on représente une infime part de la médiatisation en France. Euh, Finalement, c'était comme si c'était qu'une petite crise de ce qui s'est passé. Alors que non, ça a été des mois de stigmatisation mm. pour les citoyens. Vous parliez du QR code tout à l'heure. Pour vous, Ouais. ça a été 20 mois voilà, de privation totale, enfin, où on doit revenir chez ses parents, où on ne peut plus aider nos enfants, puisque Mm. heureusement que votre fils était en âge, mais vous Oui. auriez été peut-être il y a quelques années, vous auriez voulu l'aider. Donc c'est très important, effectivement, ce que vous dites là. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de vous donner la Mhm. parole. Avant, on va vous redonner la parole, mais maître, du coup, merci. Pardon, on a fait 20 minutes d'émission, mais c'était important d'écouter le témoignage de Katharina. Alors déjà, sur le RSA, vous disiez oui tout à l'heure quand elle a évoqué que certains ne pouvaient pas accéder au RSA. Est-ce que vous aviez vu des histoires, enfin, est-ce que vous avez suivi des clients qui ont été privés de RSA, vous, même? Oui, j'ai effectivement des dossiers dans lesquels les caisses d'allocation familiale font des récupérations de RSA versées à des soignants suspendus. Il faut des récupérations, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils émettent un titre par lequel ils vous expliquent que vous devez leur rembourser tel montant correspondant à telle période de RSA qui a été versée. Donc, c'est-à-dire Et qu'ils ont touché sur le moment, donc par exemple en 2022, ils ont touché des montants de revenus de solidarité active et qu'ils doivent maintenant rembourser parce que non, pardon, en fait, vous n'aviez pas le droit. c'est ça, tout à fait. Et ça, En c'est fait, juridiquement, c'est. l'argument est le suivant, c'est le L261-2 du Code de l'action sociale et des familles, vous irez le lire, qui vous dit que si vous êtes effectivement en congé sabbatique ou en disponibilité, par exemple, vous n'avez pas le droit de percevoir le RSA. La période de suspension correspond à un no man's land juridique. Ça n'existe pas en dehors de la loi du 5 août 2021. Donc, certaines CAF D'accord. Ah ont oui. considéré que les périodes de suspension étaient en réalité des périodes de disponibilité. Et c'est la raison pour laquelle ils procèdent à des récupérations. À mon sens, ça Alors, ne quelle est tient la pas. différence, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est la différence entre la disponibilité et la privation, comme vous disiez? La disponibilité, c'est la position de l'agent qui a toujours un lien avec l'administration, mais qui peut travailler ailleurs. En fait, moi, c'est ce que j'appelle le un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que vous avez toujours un pied dans l'administration. Si vous voulez revenir, vous réintégrez l'administration et on vous doit un poste. Mais vous pouvez avoir une activité différente pendant la période où vous êtes en disponibilité. Et pendant la période de disponibilité, vous n'êtes pas rémunéré. En droit privé, pour les salariés, on retrouve, c'est le congé sabbatique. En d'autres termes, vous gardez la possibilité de revenir dans l'entreprise et puis vous allez faire autre chose. Vous en profitez soit pour travailler ailleurs, soit pour monter une entreprise, Hmm. soit pour voyager. Voilà, c'est des périodes qui sont faites dans la vie, qui sont offertes en tout cas pour les agents et les salariés pour avoir D'accord. une autre vie professionnelle. Et donc, la période de suspension sans rémunération, pour certaines caisses d'allocation familiale, sont considérées comme des périodes de disponibilité de congé sabbatique. Or, le Code de l'action sociale et des familles vous dit il n'y a pas de RSA pour les personnes qui sont en disponibilité ou en congé sabbatique. D'accord. Juridiquement, à mon sens, ça ne tient pas. Vous n'êtes pas en situation de disponibilité. Vous êtes privé, à la rigueur, vous êtes privé involontairement de votre emploi. Donc là, même, j'ai envie de poser la question, est-ce que ce n'aurait pas dû être plutôt les pôles emploi qui auraient dû verser l'allocation de retour à l'emploi? Je pense qu'on pourrait presque demander une requalification en ce sens-là. Et en tout état de cause, bah pour moi, la période de suspension sans rémunération, c'est un statut sui generis qui ne correspond pas aux autres éventualités qui sont évoquées par le Code de l'action sociale et des familles. Donc, si la loi distingue, bah dans ce cas-là, il faut distinguer effectivement ce régime juridique qui n'a rien à voir avec ce qui est prévu par le Code de l'action sociale et des familles, et donc le RSA doit être versé. En toute hypothèse, moi je le dis toujours à mes clients, contestez la décision de récupération d'un dû de RSA. Pourquoi? Parce que parfois, vous pouvez gagner sur des arguments qui n'ont rien à voir avec le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je vous donne l'argument principal, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est
un agent qui est suspendu n'est pas en disponibilité. D'ailleurs, il a une interdiction d'exercer, donc il ne peut pas exercer dans son corps de métier. Et c'est un statut qui est prévu par la loi du 5 août 2021 et non pas par le Code général de la fonction publique. Deux statuts différents, deux régimes juridiques différents, donc deux solutions différentes. Ça, c'est sur le fond. Mais parfois, vous pouvez gagner sur des choses qui n'ont rien à voir. Vous pouvez gagner, par exemple, sur une question de prescription. La CAF ne peut récupérer que jusqu'à 2 années. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, on ne peut plus récupérer 2021. C'est important quand même de le savoir. Deuxième chose, vous pouvez gagner sur la précarité, la bonne foi. C'est-à-dire que le juge peut être amené lui-même à décider que, dans le cas d'espèce, compte tenu de votre situation particulière, effectivement, il faut vous faire une remise soit partielle, soit totale des sommes qui vous sont réclamées parce qu'effectivement, vous aviez un statut complètement à part et que, raisonnablement, on doit comprendre, si on fait preuve un peu d'humanité, qu'effectivement, des soignants qui étaient suspendus pouvaient quand même bénéficier de la solidarité nationale avec le RSA. Et donc là, Rappelons-le, c'est la solidarité de la nation envers les plus démunis. et donc là, dans tout ce mix-mac, j'ai envie de dire, juridique, où finalement il y a beaucoup de lois et qui sont souvent inconnues des citoyens, il faut absolument que les soignants suspendus qui sont attaqués, encore dans leurs finances, même après leur réintégration, il faut absolument qu'ils aillent voir un avocat finalement pour essayer de se défendre, ou en tout cas il faut être bien au fait de la loi pour savoir justement ce que l'on peut faire et récupérer comme argent. On dit souvent, la connaissance, c'est le pouvoir. Je pense que là, il n'y a rien de plus vrai qu'en ce moment-là, c'est-à-dire que celui qui connaît ses droits a le contrôle de sa vie. Celui qui ne les connaît pas subit finalement les injustices de la vie. Pourquoi, d'après vous, les soignants suspendus sont autant poursuivis et, on va dire, enquiquinés par l'administration? Parce que les soignants suspendus, c'est pas des quérulents, c'est pas des personnes qui vont aller saisir la justice. Ils sont rares. Même si aujourd'hui, effectivement, moi, je représente plus d'une centaine de personnes qui font des recours en justice. Si on calcule un petit peu le nombre de soignants suspendus pendant la période de la crise sanitaire, Oui. c'est une infinie petite partie qui font des recours. Ce n'est qu'un échantillon. Ouais. Tout à fait. Je suis pas sûr que le gouvernement aurait réussi à poursuivre juridiquement des avocats, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils auraient eu les Ok. mêmes chances de succès. Je pense pas qu'ils se seraient aventurés, même une seule minute, à nous suspendre ou à nous bloquer ou à nous demander des récupérations, parce qu'ils savent très bien qu'on aurait été effectivement des procéduriers. Et moi, Parce que les j'encourage. avocats savent se défendre, voilà, c'est leur. En tout cas, pour eux, ce sera plus naturel d'aller saisir les juridictions. Vous savez, ça fait des années qu'ils essaient de nous piquer notre caisse de retraite. S'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'en fait, il y a un lobbying des avocats et qu'on va faire tous les recours possibles et inimaginables. C'est pour ça que je dis souvent le rapport de force que doit instaurer un soignant, c'est je conteste, ensuite je discute. Et on dit souvent, d'abord on frappe et après on va négocier. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas négocier avec l'administration quand vous êtes en position de faiblesse. Mais alors c'est ce que dit Katharina, puisque Katharina nous expliquait le coût financier qui pouvait la démotiver à porter cette action juridique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui voudrait porter plainte, qui voudrait engager une procédure juridique, mais qui n'a pas forcément envie d'y mettre énormément de temps de sa vie? On sait que la vie est déjà très chargée avec le travail, l'administratif de ce qu'on doit porter. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui veut vous dire je n'ai pas le temps et je manque d'argent? Alors, pour le manque d'argent, c'est souvent l'argument qui est le plus invoqué. Moi, j'invite souvent à faire la distinction qui est la suivante. Le prix d'une action juridique, ça s'appelle un prix. Ce qu'il faut comparer, c'est quel est le coût de l'inaction. Ça veut dire, qu'est-ce que ça coûte dans votre vie quotidienne de ne pas avoir fait l'action. Alors, il y en a pour certains, il y a ce côté d'injustice, d'impunité, de fait que ça pourrait recommencer. Et ça les ronge tous les jours. Donc la question, c'est est-ce que ce sentiment de culpabilité et de victimisation qu'ils ressentent vaut finalement le prix qui est affiché par l'action juridique. Ça, c'est la première chose, c'est faire la balance avantage-inconvénient. Si vous estimez que vous avez toujours un petit sentiment d'impunité et d'injustice au fond de la gorge, dans ce cas-là, il y a très peu de chances que ça passe dans les prochaines années. Et je ne peux qu'encourager, effectivement, à mettre en place une action juridique ou en tout cas à aller au bout de la démarche parce que lorsqu'on a contesté sa décision de suspension ou lorsqu'en tout cas on s'est opposé à ces mesures, pour moi, ne pas aller au bout de l'indemnisation, c'est un peu rester au milieu du game. C'est dommage. C'est dommage.
La deuxième chose, le temps. En fait, c'est pour ça que vous prenez un avocat. C'est-à-dire que concrètement, moi, je m'occupe de l'intégralité de la démarche. Vous me donnez les documents, vous me dites, allez, maître, vous vous occupez de mon dossier, et moi, je vous tiens informé au fur et à mesure. C'est pas vous qui êtes au quotidien devant le juge en train de fournir les pièces. Le but de l'avocat, c'est donnez-moi votre fardeau et moi, je vais le porter pour vous. Et c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, moi, mes clients, ils sont très contents de pouvoir engager ces recours. Je les tiens informés régulièrement. Je leur dis comment la procédure avance. Quand on a des décisions intéressantes, je communique avec eux. Je fais des émissions assez régulières sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je fais un point avec eux sur les arguments, les solutions, les actions qui sont menées. En ce moment, on a un recours collectif contre les protections juridiques qui refusent de prendre en charge les recours indemnitaires. Il y a des choses qui se passent. Et au contraire, c'est plutôt le fait de ne rien faire et de rester seul qui est très lourd pour eux. Parce qu'une fois qu'ils ont l'avocat, en fait, ils ont une solution, ils arrivent à mettre des mots sur leur problème et ils ont en fait un but avec une stratégie. Et ça soulage. Quand vous savez que vous avez un problème, que vous l'avez désigné et que vous avez une stratégie pour le résoudre, ben vous êtes dans une situation qui est bien plus confortable et agréable que quand c'est pas le cas. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, ce sont des blocages que l'on peut avoir dans la tête quand on ne connaît pas. Finalement, en fait, l'avocat, donc le temps, c'est l'avocat qui va le prendre, qui va faire le travail. Et l'argent, on peut arriver en plus à en récupérer une partie en gagnant, ou justement, dans ces histoires de ne pas se faire avoir par les obligations de rembourser du RSA, on peut perdre plus d'argent à devoir rembourser du RSA qu'à payer les procédures juridiques. Le RSA, c'est un petit contentieux dans le sens où Oui, c'est pas tous les soignants qui ont fait c'est l'objet ça. déjà d'une vérifiée du RSA et qui ensuite ont vu des récupérations de RSA. Moi, je dois avoir 3-4 dossiers au cabinet sur cette problématique et je pense qu'on va vraiment défoncer la CAF. Voilà, je pense assez sincèrement. En tout cas, j'aimerais pas être en face puisque je sais pas comment juridiquement ça peut tenir. Voilà, je vois pas comment ils pourraient le faire tenir. Par contre, là où c'est intéressant, et on en avait parlé hier un petit peu avec toi, c'était la question de l'indemnisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de soignants qui se disent, moi j'ai fait mon recours contre les mesures de suspension sans rémunération, j'ai perdu, fin de la partie, je rentre chez moi, la queue entre les jambes, et ça s'arrête là. Pas du tout. Pas du tout. J'ai envie de dire, depuis le 15 mai 2023, ça commence. C'est-à-dire que c'est depuis le 15 mai 2023, date de la réintégration. On va arriver à la date anniversaire, à la date à laquelle on est en train de faire l'émission. Le 7 mai, on est quasiment à la date anniversaire de la réintégration. Depuis le 15 mai 2023, on connaît précisément le montant de l'indemnisation qui est dû à chacun des soignants. Et surtout, quand c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois de suspension, on ne sait pas si on pourra bénéficier de ce régime de responsabilité qui est un régime sans faute. C'est-à-dire, on s'en fiche de savoir si la loi du 5 août 2021 était légale ou pas. On s'en fiche de savoir si la décision de suspension était légale ou pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est la comparaison entre le préjudice subi et la cause directe de ce préjudice, qui est la loi du 5 août 2021 et la décision de suspension. Si les préjudices que vous estimez avoir subi, comme Madame Esserd l'a estimé, c'est-à-dire vous prenez le premier mois de votre suspension, vous comptez jusqu'au dernier mois de votre suspension, vous prenez votre salaire, vous allez donc ajouter chaque mois qui ont été suspendus, vous le multipliez par le coefficient de 1,75 qui correspond aux charges patronales et sociales, ça vous donne les droits à la retraite. Parce que, encore une fois, si vous demandez une indemnisation, il faut calculer les droits à la retraite, et ça vous donne déjà un petit peu le montant global de l'indemnisation. En d'autres termes, on est sur des montants qui varient entre 30 000 et 200 000 euros, à peu près, selon les métiers, selon les professions. Et ce sont les demandes indemnitaires, c'est les enjeux de mes demandes indemnitaires. Il faut savoir qu'un contentieux, en général, c'est 10 000, 15 000 euros. C'est-à-dire que moi, j'ai des contentieux où, régulièrement, les dossiers que je faisais avant la crise sanitaire au sein du cabinet, c'est en général entre 15 et 30 000 euros. C'est rarement plus. Voilà, c'est rarement plus. Donc ici, on a quand même des demandes extrêmement importantes. C'est simple, c'est finalement un peu considéré qu'on est en train de faire du quitte ou double. Vous faites rien, eh ben, vous restez dans la situation dans laquelle vous étiez. Il n'y a rien de plus. Voilà. Éventuellement, vous allez perdre effectivement les sommes exposées pour cette procédure, mais en même temps, vous aurez le sentiment d'être allé au bout de votre aventure, d'avoir essayé de rechercher la justice, d'avoir essayé de punir ceux qui ont pris ces décisions, d'avoir cherché à faire preuve de solidarité pour éviter que de telles mesures puissent être réactivées avec une facilité déconcertante, parce que, encore une fois, quand l'administration applique une mesure, elle calcule le risque. Si elle se dit il n'y a pas de recours, bon, bah, on y va comme des cochons, on suspend tout le monde, on ne fait pas preuve de discernement, parce que de toute façon,
il n'y aura pas de conséquences. Ce sont que des soignants qui n'iront pas faire de recours. Donc c'est ça qu'ils se disent. Donc là, il faut leur montrer que ce n'est pas le cas. Et puis, si vous réussissez, à l'inverse, vous allez récupérer quasiment 2 années de salaire. Donc imaginez ce que ça peut faire quand vous récupérez 2 années de salaire d'un coup à un moment donné. Bon, ça change complètement votre vie, hein, ça répare. Encore une fois, vous ne vous enrichissez pas. Vous êtes simplement replacé dans la situation qui aurait normalement dû être la vôtre. Donc on n'est pas là pour s'enrichir. Si certains culpabilisent encore, vous voyez, c'est le côté un peu soignant. Oui, mais quand même, l'État va devoir nous payer, c'est de l'argent public. Ok, vous inquiétez pas, ils ont donné plus d'1 milliard à Pfizer. C'est pas parce qu'ils vous accordent 30 000 euros en réparation des préjudices subis, argent qu'ils auraient dû vous verser si vous n'avez pas suspendu, que ça va mettre l'État sur la paille. Hein, j'ai envie de C'est dire, ça, 3 000 milliards de dettes. ça répare une situation qui a été Tout à donnée, fait. qui a été créée. Il n'y a pas d'enrichissement. C'est juste une réparation. Ça, c'est important de le dire. Il faut déculpabiliser par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, effectivement, les soignants se disent oui, mais bon, la loi est légale, etc. Eh bien, il faut savoir, c'est que le juge administratif, il peut vous indemniser quand bien même la loi est parfaitement légale. Pourquoi? Il va dire, il n'est pas nécessaire de rapporter l'existence d'une faute. D'accord? Donc là, il va vous donner un cadeau. Super. Pas besoin de démontrer que c'est illégal. Par contre, en contrepartie, il vous demande de rapporter la preuve que c'est quand même un préjudice assez important. Si vous avez été suspendu 3 semaines, ne faites pas de recours indemnitaire. Ça ne vaudra pas la peine et vous ne pourrez pas bénéficier de ce régime de responsabilité. Il vous dit, pas de faute. Par contre, il me faut un préjudice qui soit important. Et si vous m'apportez la preuve qu'il y a un préjudice qui est important, alors dans ce cas-là, je considère qu'il y a ce qu'on appelle une rupture d'égalité devant les charges publiques. Et donc, il est injuste que certains supportent plus que d'autres les conséquences de la loi du 5 août 2021. Alors vous me direz, oui, mais bon, c'était leur choix. Oui, liberté vaccinale, je pouvais choisir librement de me faire suspendre et je n'ai, en tant que victime, aucune obligation de minimiser mon dommage. En d'autres termes, je pouvais librement choisir d'être suspendu, la loi m'y autorisait. Je ne commets aucune faute, je n'ai pas été sanctionné pour ça. La faute, c'était d'exercer en méconnaissance de l'obligation vaccinale. Moi, j'ai été suspendu, donc j'ai respecté la loi. La victime, donc, ne commet pas de faute. La victime n'a pas d'obligation de minimiser son dommage et la victime a droit à une réparation intégrale. Moralité, aujourd'hui, depuis le 15 mai 2023, les soignants peuvent et doivent aller rechercher l'indemnisation qu'il aurait dû parce qu'ils remplissent toutes les conditions de la jurisprudence pour être indemnisés. Difficulté, c'est que ce régime indemnitaire, il est assez peu connu parce qu'il est enseigné en 2e année de droit et que concrètement, c'est un régime que vous rencontrez très peu parce que, encore une fois, c'est très rare qu'une loi cause directement la disparition ou en tout cas un dommage tellement important à une activité économique ou à un individu que c'est un régime de responsabilité qui est très peu engagé. On est dans Mais une pourtant, situation un peu exceptionnelle. c'est complètement exceptionnel. Mais de toute façon, la crise sanitaire était totalement exceptionnelle. Donc c'est normal qu'on fasse appel à des jurisprudences qui soient en réalité des jurisprudences qu'on apprend en études, on enseigne à l'université, mais qui, dans la vie de tous les jours, ne s'appliquent pas. Là, écoutez, on a un exemple parfait. La crise sanitaire, c'est l'exemple parfait de l'application de la jurisprudence du 15 janvier 1938 sur la société des produits laitiers, où effectivement, une loi avait dit aujourd'hui, à partir des années 30, il n'est plus possible de vendre des fromages qui ne soient pas composés à 100% de produits laitiers. Et vous aviez une entreprise en France qui produisait des fromages à base de produits autres que des produits laitiers. Conséquence de cette loi, l'entreprise ferme et elle se retourne contre l'État en disant « J'ai subi un préjudice, votre loi a mis fin à mon activité économique et je demande une réparation ». On est en 1938, l'État dit « Oui, vous avez raison, il y a une rupture d'égalité devant les charges publiques, vous avez le droit à être indemnisé ». Et c'est une jurisprudence qui s'applique, alors pas, je ne vais pas vous dire tous les jours, mais c'est une jurisprudence qui est régulièrement appliquée dans le temps, qui est assez constante dans le temps, qui n'a jamais été remise en cause, et surtout, en fait, qui se trouverait totalement applicable dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc moi, contrairement à Mme Esser, moi, je reste persuadé qu'il va y avoir des indemnisations. La vraie question que je me pose, c'est quel est le montant qu'il va y avoir. C'est-à-dire que le juge peut vous dire, je ne vais pas vous indemniser l'intégralité, je vous indemnise une perte de chance. Vous avez perdu une chance de pouvoir travailler, donc je vous indemnise, allez, 50% ou 60% du montant que vous me demandez. Moi, je pense que le débat, il va porter là-dessus. Il va pas porter sur est-ce que je dois vous indemniser ou pas. 20 mois de suspension, bien évidemment que vous allez m'indemniser. Mais par contre, c'est vrai que je ne sais pas si le juge indemnisera intégralement ou seulement pour partie. Pour le savoir, il n'y a pas d'autre choix, il faut aller devant le juge.
Donc c'est très intéressant ce que vous dites, oui, parce que vous faites écho au moment où on a commencé à rigoler, puisque Katharina a émis ses doutes sur les succès d'une procédure juridique. Vous, donc, vous êtes persuadé que les soignants peuvent aujourd'hui retrouver une partie de leur perte de salaire. Alors, non seulement j'en suis persuadé, mais c'est que aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle des référés provision. Qu'est-ce qu'un référé provision? Ça fait 1 an que j'engage des recours. Alors, j'en ai encore qui sont en préparation. Pour ceux qui nous regardent, ne m'en voulez pas, ils sont toujours en préparation. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en même temps et on sort les dossiers, j'en sors 4 ou 5 par semaine. Donc, c'est quand même un gros Donc rythme. 1 an depuis la réintégration des soignants. Depuis le 15 mai 2023, date à laquelle les soignants ont commencé à pouvoir retravailler et donc financer leurs recours, ils sont venus effectivement nous saisir au sein du cabinet et j'ai une centaine de recours actuellement en cours avec des dépôts. J'en fais 4 ou 5 dépôts par semaine. C'est énorme. Concrètement, c'est un sujet qui est extrêmement brûlant. Aujourd'hui, il y a 42 tribunaux administratifs en France. Aucun d'entre eux ne m'a rendu une décision. Alors, ça veut dire 2 choses. La première, c'est pas un recours abusif. Parce que si c'était un recours abusif, vous inquiétez pas qu'il m'aurait déjà mis une amende et il m'aurait dit ça dégage avec ce qu'on appelle les ordonnances de tri, c'est-à-dire les ordonnances quand c'est un dossier qui manifestement n'a que très peu d'intérêt ou en tout cas ne va pas permettre d'obtenir une réparation, il vous le dégage dans ce qu'on appelle une ordonnance de tri, c'est un juge unique et certains soignants ont fait l'objet d'ailleurs d'ordonnances de tri dans le cadre des décisions de suspension sans rémunération. Donc aujourd'hui, c'est sûr, c'est assez sérieux pour qu'il n'y ait pas une ordonnance de tri et c'est assez sérieux pour qu'aucun des 42 tribunaux que j'ai saisis ne nous mette une amende pour recours abusif ou pour recours dilatoire. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est pris au sérieux par les juges. La deuxième chose, c'est quand même bizarre que 42 magistrats, 42 tribunaux en France, il n'y en ait aucun qui m'ait rendu une décision. Il pourrait quand même y en avoir un qui sera un peu plus rapide. J'ai envie de dire, les décisions de suspension sans rémunération, en quelques jours, nous avons eu les premières décisions au mois de septembre 2021. Et j'ai envie de dire, à partir de l'année 2022, on avait à peu près connaissance des grandes règles qui s'appliquaient en matière de suspension sans rémunération. Et la jurisprudence a très peu varié par la suite. Aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait me voir avec une décision de suspension, en quelques minutes, je peux lui raconter un petit peu la position de la jurisprudence. Là, ça fait 1 an, je ne sais pas comment les magistrats vont juger nos affaires. Et j'ai envie de vous dire, je suis même pas sûr qu'eux-mêmes le sachent. Parce qu'ils sont très emmerdés. Parce que d'un côté, je suis pas en train de leur demander de dire le contraire de ce qu'ils ont dit il y a déjà 2 ans. C'est-à-dire, la crise sanitaire, c'est pas une crise sanitaire. La crise sanitaire, c'était parfaitement légal. Je ne demande pas de se contredire. Et en même temps, si on reconnaît une indemnisation à l'encontre des soignants, c'est pas une centaine de requérants qu'on va avoir demain, c'est des milliers de requérants qui vont venir les saisir. À juste titre, si demain vous êtes persuadé que vous avez droit à une indemnisation, bien sûr que vous allez venir saisir le juge. Alors, je pense que la stratégie qui est mise en place par les magistrats, et ce qui, à mon sens, est un peu dégueulasse parce que ça démontre que la justice n'est pas totalement indépendante et impartiale. Et encore une fois, si on le rappelle, c'est que ça ne va pas de soi. J'ai envie de dire, l'eau, ça mouille. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'écrire que l'eau, ça mouille. Donc, si on vous dit qu'un magistrat doit être indépendant et impartial, c'est parce que dans la réalité, c'est pas quelque chose qui va de soi. Aujourd'hui, je pense que la stratégie est la suivante, elle est de dire, au 1er janvier 2025, la plupart des soignants suspendus seront prescrits. Alors, la réalité, c'est que en fait, toute l'année 2021 ne pourra plus être demandée en réparation. Donc, on va déjà permettre d'éluder, de diminuer les montants des réparations des soignants suspendus. Donc, je pense qu'ils attendent que la prescription soit acquise, totalement ou partiellement, afin déjà d'éliminer une grosse partie des soignants suspendus qui pourraient obtenir réparation. Et si par la suite, ils sont amenés à rendre une décision favorable, ce qui, je pense, sera le cas à 42 tribunaux, je ne me vois pas avec 42 décisions défavorables. Je me doute bien que tout le monde ne me donnera peut-être pas raison. Et 42 tribunaux qui me donnent tort, bon là, à un moment donné, si tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc 42 tribunaux, si jamais un d'entre eux me donne raison, la découverte de cette jurisprudence n'aura pas pour effet de reporter le délai de prescription. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous n'engagez pas votre recours avant le 1er janvier 2025, vous serez spectateur des belles décisions d'indemnisation qui seront obtenues après cette date. Parce que Alors, c'est à quelle date? Rappelez la date. C'est à quelle 1er date? janvier 2025. Voilà, donc il faut absolument que les soignants suspendus qui ont été réintégrés se manifestent avant le 1er janvier 2025. Voilà. 1er janvier 2025. Pour les soignants salariés de droit privé qui se retourneraient à l'encontre de l'employeur, puisqu'il est possible de se retourner à la fois contre l'employeur, personne publique, ou
particuliers, en tout cas entreprises privées, et l'État. Donc, il y a 2 recours possibles pour chacun, soignants, agents publics, soignants, salariés, soignants, libéraux. Il y a pour tous ces soignants la possibilité de se retourner contre l'État et à chaque fois de se retourner contre soit l'ARS, CPAM pour les libéraux, soit les employeurs publics pour les agents publics, soit les entreprises privées pour les salariés. Pour les salariés, petite spécificité, la prescription est triennale et donc c'est à partir du 15 septembre 2024 qu'ils vont perdre par ce qu'on appelle l'effet de la prescription successive. Ils vont perdre au fur et à mesure que le temps va passer le mois pour lequel ils ont été suspendus. Donc c'est-à-dire qu'en octobre 2024, ils ne peuvent plus demander réparation pour le mois de septembre 2021. Et en fait, la prescription va être coulante. Donc, ça veut dire que plus les mois vont passer, à chaque fois, ils perdront un mois. Donc là, pour les salariés, c'est un peu plus pressé. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, on est en train de déposer des requêtes CPH un peu partout, parce que justement, cette prescription coulante va faire que chaque mois passant, il y aura une perte d'indemnisation pour les soignants. Donc il faut bien faire connaître cette information. Et en général, c'est vrai que pour le citoyen, le droit et les procédures juridiques sont quelque chose d'assez parfois flou, et donc c'est important de communiquer là-dessus. On est ravis de le faire aujourd'hui. C'est très technique, Romain. C'est pour ça, moi, je dis souvent, prenez rendez-vous avec un avocat. Franchement, plein d'avocats font le premier rendez-vous gratuit. Quand il y a un premier rendez-vous, c'est quand même très accessible. Et pour moi, au moins, vous avez toutes les cartes entre les mains pour décider ou non si c'est opportun ou pas. Parce que des fois, c'est pas opportun, encore une fois. Mais ça, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Combien vous avez été suspendu? Est-ce que vous avez fait des recours? Il y a plein d'informations à avoir en tête. Madame Essert peut en témoigner. On a passé, je pense, au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone. Et effectivement, j'ai posé plein de questions pour essayer de comprendre si c'était opportun ou pas pour elle de faire un recours. Mais c'est vrai que vous avez raison de parler de la première séance qui est gratuite, puisque des fois, quand je parle aux gens d'aller faire d'engager, d'aller discuter avec un avocat, parfois on m'a répondu qu'on ne voulait pas mettre 1000 euros, je ne sais plus combien on m'avait dit, dans un premier rendez-vous. Ça n'est pas la réalité. On ne va pas payer un millier, un demi-salaire. Ce qu'il faut faire, moi, ce qui me paraît bien quand on est soignant suspendu et qu'on ne sait pas trop, un appel téléphonique. L'appel téléphonique, d'une manière générale, chez mes confrères, est toujours moins cher et plus accessible que le rendez-vous cabinet, qui lui se trouve aux alentours entre 80 et 200 euros selon la notoriété et l'importance du cabinet, alors qu'un appel téléphonique, ça peut varier entre 30 et 80 euros, selon la nature également, pareil, des avocats. Chacun est libre de fixer son tarif. Autre point important, parce qu'on est quand même sur du Covid, et c'est quand même une matière très particulière, c'est un avocat ne vaut pas un avocat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je récupère beaucoup de clients qui me disent, j'ai été avec un avocat, j'ai vu un avocat et ça s'est pas bien passé. Pourquoi ça s'est pas bien passé? Parce que le Covid, c'est un sujet qui est clivant. C'est soit quelque chose qui vous touche, soit c'est quelque chose dont vous vous en fichez. Et un avocat qui n'est pas un tout petit peu sensible à cette cause, il vous défendra pas de la même manière que quelqu'un qui est engagé depuis le début. Ok, il faut prendre de préférence un avocat qui a des valeurs, qui a eu des valeurs pendant cette crise sanitaire. Moi, je préconiserais quand même de se tourner vers un avocat qui a déjà agi un peu sur cette question-là, qui a déjà défendu des soignants sur cette question-là, parce que, encore une fois, c'est quand même déjà psychologiquement un état d'esprit à adopter. Effectivement, être sensible quand même aux libertés fondamentales. Si vous êtes, à mon sens, totalement insensible à cette cause, ça va être compliqué de rattraper les 4 années de retard. Et la dernière chose. Et pour comprendre tout le dossier aussi. Pour comprendre ce qui s'est passé. Et la dernière chose, c'est pas parce que vous prenez un avocat qui est sensible à cette question qu'il connaît le régime de responsabilité de l'État du fait d'une loi. C'est-à-dire que c'est un régime de responsabilité qu'on enseigne en 2e année. Après la 2e année, les étudiants en droit choisissent soit de partir en droit privé, soit en droit public. S'ils partent en droit privé, jamais de leur vie, ils entendront reparler de ce type de régime de responsabilité. Donc ça veut dire qu'un avocat ne vaut pas un avocat. Ce qui est intéressant à dire aussi sur les avocats, on termine là-dessus, j'aimerais redonner la parole à Katharina. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut justement trouver des avocats qui ont ces valeurs-là, puisqu'il n'y a plus la barrière géographique qu'il pouvait y avoir, je ne sais pas, il y a des dizaines d'années, puisqu'aujourd'hui, on peut, j'imagine que les avocats, on peut largement, même quand on est dans le Limousin, contacter un avocat qui est en Alsace ou n'importe quoi. Alors, c'est ce qu'on appelle la postulation. Pour les salariés de droit privé, conseil de prud'homme, il n'y a pas de postulation, vous pouvez aller plaider partout en France. Pour les tribunaux administratifs, recours contre l'État, recours contre l'employeur public, la procédure est écrite et il n'y a pas de postulation. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous êtes jugé uniquement sur vos pièces et la qualité de vos écritures, et l'audience est totalement facultative. Donc, il n'y a même pas besoin de se déplacer. J'ai beaucoup de dossiers, moi, dans les dom-toms. Je suis allé quelques fois à l'île de la Réunion parce que j'ai de la famille là-haut, mais autant vous dire, j'y suis jamais allé pour aller plaider. Pour autant, j'ai quand même pas mal de mes clients qui sont effectivement dans les dom-toms. Donc, ça démontre quoi? Ça démontre qu'aujourd'hui, effectivement, le juge administratif, c'est totalement digitalisé, et que vous soyez à Brest, à Lyon, à Bordeaux, à Paris ou à Montpellier, vous aurez effectivement la même qualité de prestation. C'est très important cela. Merci maître d'avoir pris le temps. Katharina, finissons là-dessus. Est-ce qu'on a oublié des points? Et déjà, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez repris espoir dans les procédures juridiques depuis? Ah oui, en réécoutant tout ça, oui, effectivement, ça me redonne l'espoir. Mais c'est vrai que c'était pas ma première motivation. Oui. Voilà, c'est plus symbolique quand même, hein, parce que je me suis dit, si je ne fais rien, je regretterai tôt ou tard. Et voilà. En fait, quoi qu'il arrive, si Maître Guyon arrive à gagner, bah, ce sera la cerise sur le gâteau et C'est ce ça. sera magnifique. Et on va Mais gagner. en fin de compte, et on va gagner. Voilà, super. Mais Donc, là, la le but, cerise c'est arrive. important. Vous dites que là, c'était dans tous les cas, en tant que citoyen, en tant que femme, en tant que n'importe qui, c'est de se défendre. Mm. La motivation première. Tout à fait. Ok, c'est très beau. Bah, merci d'avoir pris le temps tous les deux. Katharina, est-ce qu'on a oublié des points de l'histoire que vous vouliez raconter qui était... Non, je crois que j'ai plus ou moins balayé dans les grandes lignes tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci Maître Guyon. Merci Romain. Bah, Merci. non, mais c'était très important de faire cela, puisque au niveau journalistique, c'est vrai que ce qui a été dégueulasse, on en a parlé un petit peu, pardon pour ce terme-là, mais il n'y a pas d'autre terme, puisque c'était aujourd'hui, beaucoup de gens oublient la mémoire des soignants suspendus, puisque le sujet n'a pas été trop traité. Beaucoup de gens venaient me dire, et puis quand ils discutaient avec d'autres citoyens, ils disaient, vous êtes encore suspendu? C'est-à-dire que les gens ne savaient même pas qu'à l'époque où la suspension durait pendant 20 mois, les gens ne savaient pas que ça continuait. Oui, Et même là, c'est après, vrai. et là, après le 15 mai, comme ce que dit Maître Guyon, quand on travaillait sur les soignants suspendus qui étaient en souffrance, puisqu'ils ont été réintégrés pour certains dans des services qui étaient très loin des conditions de vie qu'ils avaient avant 2021, avant le Covid, les gens disaient, leur disaient, ah mais je pensais que c'était fini, il n'y avait plus de problème. Non, 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 non. Il y a encore beaucoup de combats et de luttes à ce niveau-là. Et c'est en faisant parler de ça qu'il faut que les gens s'emparent de ce sujet-là, puisque ce n'est pas possible d'attaquer autant les droits humains. Donc voilà. Mm. Merci à vous deux, encore une fois, d'être Merci. venus. Merci. Allez Merci voir à la vous, à chaîne, bientôt. allez voir À la chaîne bientôt, Romain. YouTube Ouais. de Maître Guyon. Votre chaîne, rappelez le nom, c'est Maître Guyon, hein, sur C'est David Guyon, avocat. David Guyon, avocat. Voilà, allez Et il y visionner a sa chaîne. une émission tous les lundis soirs à 20h sur un sujet concernant les libertés fondamentales. On va parler de la crise du logement, de l'IA, des soignants suspendus, du droit à la vie privée et familiale, de la vaccination et prochainement, et là c'est une information exclusive, de la plainte contre l'ANSM qui a été introduite par l'association Réinfo Liberté. Je viens de la déposer il y a quelques minutes. C'est un élément sur lequel on va pouvoir communiquer. Parfaitement. Et d'ailleurs, en parlant de cela, il faut suivre aussi que le 17 mai, il y a l'affaire où Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, devra se présenter devant un tribunal, ou elle ou un représentant devra se présenter devant un tribunal belge, puisque dans l'affaire où certains citoyens essaient de retrouver les SMS qu'elle ne souhaite pas divulguer, qu'elle a échangé avec le président de Pfizer dans la négociation des contrats. Et il faut savoir qu'un parquet européen, qui est un projet de parquet européen pour l'instant, essaie de récupérer le projet, alors qu'a priori, il y a des conflits d'intérêts criants entre ce parquet et la Commission européenne. Donc voilà, il faut suivre cela, ce sera le 17 mai, cette audience. Merci à vous deux encore d'être venus. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Et bon courage dans vos procédures. Au revoir. Merci.